à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous accueillir ici, au Chili. Alors, comme vous le voyez immédiatement, la première limite que nous allons rencontrer entre nous, c'est celle de la langue, puisque malheureusement, nous ne parlons pas encore espagnol, même si le voyage au Chili que nous sommes en train de faire nous donne furieusement envie de parler espagnol pour pouvoir mieux parler et dialoguer avec vous. Donc, on le voit, en réalité, nous ne sommes jamais dans la vie sans limite réelle. Il y a toujours des limites. Autrement dit, il n'y a pas de meilleure question que de se demander quelles sont les limites et est-ce que ces limites, nous pouvons peut-être essayer de les franchir. C'est la question la plus importante et sans doute est-ce la question politique principale que l'on pourrait formuler ainsi. Pouvons-nous aller où nous voulons? Ou plus exactement, pouvons-nous aller où nous décidons d'aller? Et vous voyez qu'en posant la question de la décision, nous posons la question du pouvoir, nous posons la question de la démocratie, et donc nous posons la question de la souveraineté populaire, de la souveraineté du peuple. Le peuple peut-il faire tout ce qu'il veut? Est-il souverain? Vous voyez bien qu'il y a une contradiction, puisque nous avons constaté dès le début que nous ne pouvons pas penser être sans limite. Tous les jours, nous rencontrons des limites qui sont individuelles, liées à notre corps, des limites qui sont liées à l'environnement autour de nous, et des limites qui sont liées au fait que nous vivons ensemble. Nous ne vivons pas chacun de notre côté. Donc c'est une grande question que celle de la souveraineté populaire, et c'est une grande question de savoir justement comment la penser, comment penser une souveraineté populaire sans limite, avec des limites. C'est à ce moment-là que je vais passer la parole à Barbara Stiegler, qui est philosophe et qui va nous amener à réfléchir ensemble à la question de la souveraineté populaire. Comment la souveraineté populaire a-t-elle été pensée, abordée par les philosophes? Je te passe la parole. Merci Christophe. Je lui repasserai la parole pour qu'il nous parle de la démocratie athénienne, dont il est spécialiste, et la question de la limite dans la démocratie des Grecs à Athènes. Moi, je vais vous parler très rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous parler très rapidement de la question de la limite de la souveraineté populaire à partir de deux références principales. L'une qui est française, Jean-Jacques Rousseau, qui a inspiré la Révolution française, si importante pour toutes les révolutions qui ont suivi. Et puis l'autre, qui est aussi française, Alexis de Tocqueville, qui a combattu la thèse de Jean-Jacques Rousseau au XIXe siècle. Alors la thèse de Jean-Jacques Rousseau, c'est que dans une république, le peuple doit être souverain, exactement. Et cette souveraineté, elle est par définition illimitée. Il n'y a aucune limite, pour Jean-Jacques Rousseau, à la souveraineté populaire. Pour quelle raison? Pour une raison très simple, c'est que pour Jean-Jacques Rousseau, comme pour les théoriciens politiques qu'il a lus, Thomas Hobbes, par exemple, la souveraineté est toujours illimitée. Un pouvoir véritablement souverain, le souverain, est sans limite. S'il y a des limites, c'est que ce n'est pas la souveraineté. Alors, Jean-Jacques Rousseau a donc dit qu'il n'y avait pas de pouvoir au-dessus du peuple, que la souveraineté populaire était sans limite, et cela a inspiré les révolutionnaires français qui ont essayé de penser une démocratie, un pouvoir du peuple illimité. Au XIXe siècle, les libéraux, comme Alexis de Tocqueville, ont critiqué la démocratie. Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique, a dit que la démocratie était inévitable, que c'était le sens de l'histoire, mais qu'elle était dangereuse, qu'elle était comme un enfant des rues, mal élevé, mal domestiqué,
sauvage, et qu'il fallait la limiter par autre chose, par d'autres pouvoirs et contre-pouvoirs. Et on s'est mis, dans la pensée libérale qui nous domine aujourd'hui tous, à penser qu'il fallait quelque chose au-dessus du peuple, que le peuple était dangereux, que le pouvoir populaire était dangereux, et on a pensé, par exemple, que le droit devait être au-dessus du peuple, que la science devait être au-dessus du peuple, que les experts devaient être au-dessus du peuple. Et ça a été toute l'histoire libérale de la démocratie, qui en fait est très critique vis-à-vis de la démocratie. Et puis au XXe siècle, nous avons eu l'arrivée d'un nouveau libéralisme qu'on appelle le néolibéralisme, à tendance très autoritaire, qui s'est mis à très clairement refuser la démocratie. Alors comme ici au Chili, avec Pinochet, où clairement le néolibéralisme a refusé la démocratie, et puis et l'a piétinée, profondément abîmée. Et puis dans nos pays, en Europe, une critique constante chez les néolibéraux de la démocratie et des dangers de la souveraineté du peuple. J'ai écrit un ouvrage qui est maintenant traduit en espagnol aux éditions Las Hebras de Buenos Aires, qui veut dire, le titre que je ne sais pas dire en espagnol, c'est qu'il faut s'adapter. C'est l'idée que les experts savent à quoi nous devons nous adapter et il faut adapter les populations au sens de l'histoire qui est la mondialisation du marché, du capitalisme. Et ça passe par des choses très autoritaires. Et au bout d'un moment, le néolibéralisme se met à refuser la démocratie. Nous en sommes là, par exemple en France. Pendant le Covid, le président Emmanuel Macron a dit que la démocratie, c'était dangereux, il fallait qu'il décide tout seul. Il était le chef suprême de la question du virus. Et la démocratie était trop dangereuse pour faire face à un virus. Donc, un peu partout s'installe l'idée chez les nouveaux libéraux qu'il faut arrêter avec la démocratie, parce que la démocratie, elle veut aller toujours trop loin. Le peuple veut toujours plus de droits, il veut toujours plus ceci, il veut toujours plus cela, il prend les mauvaises décisions. Donc voilà ce que je voulais vous raconter très rapidement. Et vous dire, pour être très transparente, que Christophe Pebart et moi, on défend la démocratie contre les libéraux et contre les néolibéraux. Et on s'appuie notamment sur l'expérience athénienne. Alors je vais essayer de vous expliquer rapidement comment fonctionnait, ou plus exactement quels étaient les grands principes de la démocratie athénienne, non pas avec la perspective qu'il faudrait ou il nous faudrait chercher un modèle quelque part qui aurait trouvé la solution avant nous et qu'il suffirait d'imiter, mais plutôt d'essayer de réouvrir une réflexion, c'est-à-dire de partir de cette idée que finalement, nous ne savons peut-être pas ce qu'est la démocratie. Et que bon nombre de nos discussions entre nous sont organisées sur cette impensée qui consiste à croire, quand je parle avec quelqu'un, que lui aussi sait ce qu'est la démocratie et qu'il en a la même définition que moi. Et donc nous pouvons comme ça discuter en réalité sans pouvoir nous entendre parce que nous ne parlons pas de la même chose. Donc ce que nous allons essayer de faire ici, en utilisant l'Antiquité grecque, c'est d'essayer de trouver un peu un socle, quelque chose qui nous permette de nous mettre d'accord sur ce qu'est la démocratie pour pouvoir en discuter et éventuellement pour savoir si nous voulons être en démocratie. Parce que ce n'est pas si sûr. On l'a vu tout à l'heure avec ce qu'a dit Barbara. Souvent, il nous arrive, et j'imagine à chacun et chacune d'entre nous, il vous arrive de vous dire « la démocratie, ils auraient pu voter autrement ». Je n'ai pas besoin de chercher très loin dans votre propre histoire pour faire écho à ce genre d'interrogation qui, j'imagine, a eu lieu ici, comme ça a eu lieu en France, à d'autres moments, souvent au moment des référendums. On aime beaucoup la démocratie, sauf au moment des référendums, parce qu'on a toujours peur que le peuple ou la majorité ne vote pas comme nous pensons qu'il devrait voter. Et donc nous avons tous la tentation, finalement, de vouloir
régler le plus de questions possible, le plus rapidement possible, pour que le peuple ait le moins de choses à décider. Et donc vous voyez que... et là, on voit que nous avons un problème et que c'est pour ça qu'il faut essayer de se sortir de nos évidences pour se forcer, s'obliger à repenser la démocratie. Alors, pourquoi l'Antiquité grecque permet de repenser la démocratie? Parce que l'Antiquité grecque n'était pas libérale et n'était pas néolibérale. Autrement dit, quand j'étudie ce passé lointain, j'entre dans une réalité passée qui ne connaît pas ce qui constitue notre propre monde. Qu'on soit pour ou contre, nous vivons dans des sociétés marquées, plus ou moins, mais souvent très marquées, par le libéralisme et par le néolibéralisme, au point qu'il nous est difficile de savoir ce qui est néolibéral, ce qui ne l'est pas, et quand parfois on est pour quelque chose, il nous arrive d'être pour quelque chose qui est néolibéral. Donc, en allant dans le passé, on a cette chance. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? Peut-être la chose la plus importante, c'est que la définition de la démocratie n'a rien à voir avec la nôtre. Notre définition de la démocratie, elle est énormément marquée par les libéraux et elle se résume très souvent par des droits individuels, des droits que l'on reconnaît à chacun et chacune d'entre nous. Et que le pacte constitutionnel est souvent les droits que nous nous reconnaissons les uns aux autres. Par exemple, le droit de vote, le droit d'avoir une opinion, le droit de l'exprimer, le droit de manifester, etc. Mais vous voyez que les libéraux, en définissant la démocratie par des droits individuels, ont fait disparaître la grande dimension, la souveraineté populaire, le pouvoir. Si je passe mon temps à dire la démocratie, c'est toujours plus de droits aux individus, je laisse de côté la question du pouvoir. Du pouvoir du peuple. Du pouvoir du peuple, bien sûr. Et donc, de qui a le pouvoir? Pour les Grecs, le premier problème consisterait à se dire, c'est bien les droits individuels, mais qui me les donne? Et pour eux, il n'y a de démocratie que si c'est le peuple lui-même qui se donne ses droits. Il n'y a pas de législateur, quelqu'un qui viendrait de l'extérieur pour apporter des droits, apporter une constitution. Autrement dit, pour eux, la démocratie commence par la liberté du peuple sur lui-même. C'est-à-dire quand le peuple ne se reconnaît aucun maître, aucune autorité, qu'il est donc sans limite, libre de faire ce qu'il veut. Je regarde la limite de la montre. 5 minutes. Parce que nous avons aussi la limite de la montre. Nous avons une deuxième partie. Donc, vous voyez que les penseurs européens de l'époque moderne et contemporaine pensent plutôt en termes de souveraineté populaire. Les Grecs pensent en termes de liberté, mais de liberté collective. C'est quand le peuple est sans influence qu'il peut prétendre commencer, entamer une démocratie. Alors ça, c'est vraiment le point essentiel et fondamental. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur ça, le peuple peut donc faire ce qu'il veut, puisqu'il n'a pas de limite. Je laisse de côté la question des dieux, hein. Les Athéniens ont des dieux, mais pour eux, les dieux sont lointains. Ils communiquent plus ou moins bien avec les êtres humains, donc quoi qu'ils décident, de toute façon, on est condamné à agir ici et maintenant, et donc on ne peut pas attendre leur avis, et puis on n'est jamais sûr. Quand quelqu'un dit « faites-moi confiance », c'est les dieux qui nous l'ont dit, ils disent « mais pourquoi on devrait te faire confiance ?» Donc même s'ils font confiance aux dieux, ils ont quelques doutes sur les intermédiaires, sur les porte-paroles des dieux. Donc vous voyez que ce n'est pas un problème de Dieu ou de pas Dieu, c'est plutôt la question des porte-paroles. Mais d'ailleurs, souvent, quand on combat démocratiquement la religion, le problème est plus avec les porte-paroles de la religion qu'avec Dieu ou les dieux eux-mêmes, qui sont en général, y compris dans nos sociétés, relativement lointains, et donc nous laissent mener nos propres affaires. Donc, une fois qu'on a cette liberté, qui est donc le fondement de la démocratie, vous voyez un peuple qui se libère lui-même, et cette liberté s'exprime par le fait qu'il n'y a pas d'autre autorité sur le peuple que lui-même. Arrive une grande question. Puisque nous pouvons tout faire, comment devons-nous nous limiter? Si nous pouvons tout faire, nous avons une énorme responsabilité, puisque tout faire implique que nous pouvons faire n'importe quoi. Donc il faut bien que nous trouvions, et cette limitation ne peut pas être extérieure au peuple, sinon ça veut dire que le peuple n'est pas libre. Autrement dit, c'est le peuple lui-même qui doit constamment fabriquer ses propres limitations.
Et comment fait-il cela? En réfléchissant en permanence à la démocratie, en n'arrêtant jamais de réfléchir à ce que le pouvoir du peuple sur lui-même implique, en se demandant si, quand je prends la parole pour dire voilà ce qu'il faut faire, en se demandant si cette parole, elle est réellement le reflet de l'intérêt général, ce qui est bon pour tous, ou si je ne confonds pas mon propre intérêt avec l'intérêt de tout le monde. Et donc, cette éducation, puisqu'on est 2500 ou 2600 ans avant nous, comment cette limitation se passait? Elle se passait principalement au théâtre. Chaque année, les Athéniens allaient au théâtre et ils écoutaient des grandes pièces de théâtre, les grandes tragédies, Échille, Sophocle, Euripide, peut-être ces noms disent un certain nombre de choses à vous. Peut-être connaissez-vous la pièce Antigone de Sophocle, qui est une pièce connue dans le monde entier. Pourquoi ces pièces les faisaient réfléchir? Parce que ces pièces posaient de manière inlassable les grandes questions philosophiques de la démocratie. Est-ce que la loi a toujours raison? Est-ce que celui qui sait doit avoir plus de pouvoir sur celui qui ne sait pas? Donc vous voyez, ce sont des grandes questions. Et il se les posait sous forme de questions. C'est-à-dire que jamais l'auteur de la pièce de théâtre donnait la réponse. Il essayait de fabriquer ensemble une question, une grande question, un problème qui devait continuer à animer la réflexion des citoyens en permanence. Vous voyez, tout se passe comme si, pour les Athéniens, la démocratie, c'était avant tout comme une sorte de première étape, une fabrique de l'incertitude. C'est se mettre un peu à distance de ce que nous croyons vrai comme ça, sans réfléchir. C'est se forcer à réfléchir toujours sur ce que nous croyons être juste, vrai, bon. Est-ce que je ne confonds pas mon intérêt privé et l'intérêt de tous? Est-ce que je ne me trompe pas? Et comment je peux vérifier que je ne me trompe pas? Il n'y a qu'une seule solution, c'est d'écouter les autres. C'est de découvrir que les autres ne pensent pas comme nous, et avant de leur dire « vous vous trompez, vous n'avez rien compris », de faire l'effort de se demander « et si c'était lui? Et si c'était elle qui avait raison ?» C'est comme ça que commence la démocratie. La démocratie, elle commence pas par une bataille d'opinion où on va essayer de gagner par un vote sur les autres. Elle commence quand nous nous donnons les moyens collectivement de nous mettre à distance de nos propres certitudes. Quand nous apprenons à douter ensemble pour pouvoir trouver une solution qui peut-être sera meilleure que celle qu'on pensait juste au début. C'est la grande question. Ce qui nous amène à la deuxième partie de notre propos, qui est une interrogation, et je vais laisser la parole à Barbara, sur justement une limite que l'on finit par ne pas voir ou par oublier, qui est celle de la forme dans laquelle nous parlons. Est-ce que toutes les manières de parler sont démocratiques, ou est-ce qu'il y a des manières de parler qui le sont plus que d'autres? Je te passe la parole, Barbara. Oui, alors, peut-être qu'on peut ajouter que les Athéniens, tous les ans, voyaient la tragédie, voyaient donc des points de vue contradictoires, extrêmement puissants s'affronter sur la scène, mais peut-être que tu peux ajouter qu'ils jouaient la tragédie. Effectivement, pour pouvoir bien comprendre, merci Barbara de me le faire préciser, pour bien comprendre, le théâtre n'a pas du tout la même fonction que pour nous ici, où c'est un loisir culturel. On y va ou on n'y va pas. Alors bien sûr, tout le monde n'allait pas au théâtre, mais il faut que vous imaginiez qu'il y a 60 000 à peu près citoyens à Athènes. Donc vous voyez, ce n'est pas petit non plus, hein, ils ne sont pas quelques dizaines ou quelques centaines, 60 000. Et il y a plus de 10 000 personnes par an qui vont voir la même pièce. 10 000. Et ils sont dans un dispositif qui est le même que celui de leur assemblée, quand ils délibèrent pour prendre des décisions politiques. C'est donc un élément politique, et c'est aussi, ça devrait donner des idées pour les prochains référendums, des jours fériés. Donc on va au théâtre, et il faut qu'on y aille tous ensemble, parce que, vous voyez, c'est pas chacun réfléchit de son côté avec son smartphone, va voir ses journaux, regarde les gens qu'il aime bien, c'est se forcer à penser toujours tous ensemble, et à considérer que la démocratie, c'est un lieu, en l'occurrence un théâtre ou un amphithéâtre, et un moment, un instant, quelque chose qu'on fait tous ensemble au même moment, et pas seulement quelque chose qu'on ferait chacun de notre côté, et puis qu'ensuite on découvrirait les opinions des autres. Vous voyez, il y a donc cette idée dans la démocratie qu'on ne peut pas le faire tout seul, c'est-à-dire qu'on doit toujours faire l'expérience du collectif, du peuple, pour toujours être en lien avec le fait que nous sommes en démocratie parce que nous sommes une partie du peuple, et rien d'autre.
Donc toute l'année, les citoyens s'y préparent et peuvent être amenés à jouer. Hein. Donc ça permet d'incorporer les questions de la tragédie. Alors effectivement, nous voulons dans la deuxième partie de notre intervention vous parler de la forme de notre travail, puisque tous les deux nous travaillons sur la démocratie et nous défendons contre l'hégémonie libérale et néolibérale, nous défendons l'hypothèse démocratique. C'est aujourd'hui très difficile de le faire, puisqu'il y a de plus en plus de scepticisme autour de la démocratie. Quand nous étions très jeunes, à la fin du XXe siècle, nous avons assisté à la chute du mur de Berlin en 1989. Tout le monde disait que la démocratie, c'était le sens de l'histoire, que tout le monde irait vers la démocratie, confondue d'ailleurs avec une société de marché. Et aujourd'hui, les mêmes se répandent à la télévision pour dire que la démocratie, c'est quand même pas très efficace, que les pays asiatiques autoritaires sont beaucoup plus efficaces, que la démocratie est fragile, chaotique, que le peuple est irrationnel. Donc vous voyez, défendre la démocratie aujourd'hui, c'est difficile. Nous sommes universitaires, enseignants, chercheurs, nous sommes aussi engagés dans des mouvements politiques. Et comme enseignants, comme chercheurs et comme militants ou comme prenant la parole dans des mouvements politiques et sociaux, nous sommes toujours dans une parole magistrale, comme aujourd'hui. Les gens nous écoutent en silence et nous leur expliquons la vérité sur la scène. Soi-disant, leur expliquons la vérité sur la scène, nous sommes censés leur montrer le chemin. Cette forme ne nous convient pas beaucoup. Alors, on l'a fait, puisqu'on a accepté, par exemple, d'être ici. Je fais des cours magistraux à l'université, donc j'accepte. Mais je trouve que c'est, comme Christophe, je trouve que c'est très limité comme forme et qu'il faut se servir de cette forme pour essayer de faire autre chose. Donc, par exemple, quand je fais un cours, je parle beaucoup, je suis très bavarde, je garde toujours la parole, mais j'essaye de donner la parole aux étudiants tout au long du semestre pour qu'on construise ensemble quelque chose. Et au bout d'un moment, ça marche. Quand je fais une conférence, j'essaye que ça débouche sur autre chose. Voilà. Et c'est difficile, parce qu'en fait, on prend 2-3 questions, puis après on s'en va. Et voilà. Alors, c'est comme ça que Christophe a eu l'idée, puisqu'on travaille tous les deux, on fait des conférences à 2 voix depuis l'année dernière sur la démocratie. Christophe m'a proposé un jour cette idée complètement folle, enfin, j'ai trouvé ça complètement fou, de faire un spectacle de théâtre. Ah, je n'ai jamais fait de spectacle, je n'ai jamais fait de théâtre, donc ma première réaction était une réaction de stupeur. Et puis, après, je me suis dit, il est spécialiste d'Athènes, il est spécialiste de la démocratie, il est spécialiste du théâtre tragique. Pourquoi pas? Et donc, on s'est lancé, on a monté un spectacle sur la démocratie, qu'on a joué en Suisse pour la première fois en novembre, et que maintenant, on va faire tourner dans toute la France et à l'étranger, l'année qui vient, l'année d'après, peut-être l'année d'encore après, et on espère venir ici, peut-être dans ce théâtre, je sais pas, pour jouer partout, et on va réfléchir au surtitrage. Vous savez, au théâtre, on peut surtitrer en langue étrangère. Donc, voilà, c'est une grande aventure et on voudrait vous parler un peu de ce projet. Alors, c'est effectivement un projet très important pour nous, puisque, comme l'a dit Barbara, nous avons pris l'habitude, pas que nous, mais socialement, collectivement, de ce genre de dispositif où quelques personnes parlent et sont invitées parce qu'on leur reconnaît un savoir que ceux qui sont dans la salle n'ont a priori pas, et que ce savoir est censé passer d'ici jusque-là. Mais vous voyez que c'est paradoxal de penser que nous aurions, nous, un savoir sur la démocratie que nous allons vous transmettre, alors qu'on vous explique que précisément la démocratie, c'est s'assembler pour essayer de fabriquer un savoir ensemble. Donc vous voyez que l'hostilité ou la méfiance à l'égard de la démocratie, elle va se loger, y compris dans les mécanismes d'enseignement. Donc nous sommes très souvent confrontés à une situation inégalitaire.
où quelqu'un sait et il parle, nous nous taisons, nous écoutons et nous nous disons « il doit savoir, alors je vais lui faire confiance ». Or, on voit bien que ce dispositif ne peut pas correspondre à un mécanisme démocratique. Donc nous devons faire un effort sur nous-mêmes, et faites-nous confiance, quand on est professeur et qu'on aime parler, c'est très difficile d'apprendre à se taire, de faire la place aux autres. Surtout quand les autres sont censés être des étudiants. Surtout qu'il reste 14 minutes. Surtout quand les autres en face de nous sont des étudiants, et donc sont censés, par fonction, étudier quand nous, nous enseignons. Donc vous voyez bien que c'est extrêmement difficile à faire. Donc, ce malaise, nous l'avons partagé avec Barbara. Alors qu'apporte la forme théâtre, ou du moins qu'apporte la forme théâtre que nous avons choisi, nous, d'utiliser? Alors peut-être d'abord, Barbara a oublié le titre, parce que si ça lui a plu, c'est sans doute à cause du titre. Le titre, c'est « Démocratie, un spectacle dont vous pourriez être les héros ». Et nous avons essayé de réutiliser la forme de la tragédie grecque. Alors quelle était cette forme et pourquoi cette forme est intéressante? Cette forme, elle consiste à montrer, à faire ressentir au spectateur qu'il n'y a pas de langage qui soit capable de produire une interprétation définitive du monde. À chaque fois, le monde est plus grand, plus complexe que les discours que nous avons pour l'appréhender, pour essayer de le saisir. Cette expérience est fondamentale car le plus souvent, nous vivons dans un monde que nous croyons comprendre. Un petit peu comme si la réalité était remplie de panneaux de signalisation du code de la route nous permettant de nous orienter sans que nous ayons besoin de réfléchir. Là, c'est sans interdit, là, je peux rouler, là, je roule à telle vitesse. Le monde se présente souvent comme ça, sans que nous y réfléchissions. Le travail du théâtre doit consister à mettre en question toutes ces évidences. Et pour mettre en question toutes ces évidences, il faut éviter tout discours d'autorité. Et donc montrer qu'à chaque fois qu'un personnage croit savoir, il se trompe. Et ce qui compte, ce n'est pas qu'il se trompe, c'est qu'il ait cru savoir. Et ce que fait ressentir le théâtre, c'est cette illusion de la certitude. Et qu'à chaque fois que je crois savoir, je conduis ma vie, parfois la vie des autres, à la catastrophe. Et c'est ce que nous avons essayé de faire dans ce spectacle. C'est d'essayer... À chaque fois que je crois savoir, à chaque fois que je crois tout savoir, je dirais. Mais même à chaque fois que... Vous voyez, on a déjà une discussion entre nous. Non, je dirais à chaque fois que je crois savoir. Il faut toujours se méfier, voilà. D'accord, mais on peut savoir des choses. Alors, c'est une très bonne question. La question est de savoir de quel savoir parle-t-on. On n'est pas des sceptiques. Oui. Alors, on va peut-être... tu as raison. Le danger de tout ça, c'est d'arriver dans un monde où tout serait relatif. Le relativisme. Où chacun, finalement, dirait « moi, je vois comme ça, c'est très intéressant ce que vous racontez, mais moi, je vois le monde comme ça, moi. » Pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux d'abord parce que ça rend la démocratie impossible. Si chacun dit « moi, j'ai ma vérité », on ne peut plus vivre ensemble, puisque à chaque fois, on dira « toi, vis avec ta vérité et moi, je vis avec la mienne ». Mais nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et comme nous sommes condamnés à vivre ensemble, nous sommes condamnés à fabriquer des vérités communes. Alors bien sûr, là encore, la leçon des Grecs peut nous être utile. Plutôt que de se dire que nous fabriquons des vérités communes, il est plus prudent de dire que nous fabriquons une opinion commune. Qu'à un moment donné, on a réussi à se mettre d'accord là-dessus. Mais peut-être que demain, on changera d'avis. Et c'est le danger, vous le voyez, ça a été vrai en France avec la construction européenne, comme je crois que ça peut peut-être être vrai ici, le danger de vouloir mettre des dispositions politiques dans une constitution. En Europe, en 2005, la construction européenne, ils ont essayé de mettre dans une constitution, ils nous ont demandé de la voter, des principes néolibéraux, et en particulier la concurrence. Ça devait être la concurrence, le libre marché, partout. Et quand nous avons voté non en France, et c'est le non qui l'a emporté, nous n'avons pas dit non à l'Europe, nous avons dit non à un néolibéralisme contre lequel on ne pourrait plus jamais lutter. Nous avons dit non à la constitutionnalisation d'un programme politique. Ce qui veut dire que même si ce programme devenait de gauche,
Nous ne le voterions Oui. pas non plus. Nous sommes de gauche, Et nous sommes de gauche pourtant. mais nous ne voterions pas un programme politique de gauche dans une constitution, parce que ce n'est pas démocratique. Parce qu'on doit pouvoir toujours en reparler. C'est-à-dire nous ne devons pas nous comporter comme si on a réussi à les convaincre en une fois, on n'en parle plus. On s'en est sorti. Il faut prendre le risque en permanence de la rediscussion, car paradoxalement, c'est souvent en rediscutant des choses qu'on solidifie les certitudes. Ce n'est pas en évitant les problèmes qu'on s'en sort, c'est au contraire en les affrontant par la délibération, c'est-à-dire en étant suffisamment sûr de ses propres convictions pour ne pas avoir peur de chercher à convaincre en permanence. Et est-ce qu'il n'y a pas plus belle mission, au fond, que de passer tout notre temps disponible à essayer de convaincre des bienfaits de la liberté, de toute une série de droits individuels, du droit à l'avortement, de la lutte contre la peine de mort, on pourrait faire la liste, de tout ce qui nous importe à Barbara et à moi. Mais en France, on nous dit très souvent, le référendum, c'est dangereux parce qu'on pourrait revenir à la peine de mort. Et moi, je fais partie des gens qui disent non, on ne reviendrait pas à la peine de mort parce que j'arriverai à convaincre mes concitoyens que ce n'est pas la bonne solution. Vous voyez? On ne peut pas revendiquer la démocratie et avoir peur du peuple. Et la force des néolibéraux, c'est de nous avoir infusé une peur du peuple, en considérant que les autres en savent moins que moi, ils se trompent, ils écoutent des fausses nouvelles dans la presse, ils regardent sur Internet, ils ne trouvent pas les bonnes informations. Vous voyez, c'est-à-dire que nous avons tous pris l'habitude de considérer qu'une partie de la population, finalement, c'est mieux quand elle ne s'exprime pas. Raison pour laquelle nous supportons très souvent des très forts taux d'abstention dans nos systèmes qui sont dits démocratiques. Parce qu'on se dit, c'est qui s'abstient? Tout le monde sait qui s'abstient surtout. Les plus pauvres, ceux qui se sentent les plus à l'extérieur du système politique, ceux et celles qui se sentent le moins légitimes à élaborer des paroles politiques, à prétendre avoir une opinion politique. C'est vrai dans tous les pays. Si vous prenez les États-Unis, par exemple, tout le monde sait que les populations noires, les populations hispaniques votent moins que les populations blanches, que les riches votent plus que les pauvres. Et mécaniquement, si les riches votent plus que les pauvres, quelle politique va plutôt être décidée? Une politique en faveur des intérêts des riches, puisqu'on encourage tout le monde à aller voter selon son propre intérêt. Il reste 6 minutes. Oui. Mais je te passe la parole. Je voudrais revenir au spectacle pour dire que une des choses qui me plaît énormément dans cette pièce de théâtre, outre son ambition intellectuelle, esthétique et politique, c'est que ça me permet de découvrir l'art théâtral, qui est un art qui réfléchit depuis 2500 ans au moins sur le rapport entre la scène et les spectateurs. C'est vraiment une question centrale dans le théâtre. Il y a des tonnes et des tonnes de réflexions indéfinies sur le spectateur. Est-ce que le spectateur est passif? Est-ce qu'il doit agir? Comment il agit? Donc, cette relation permanente entre la scène et le public. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, et en fait, qui est très difficile à résoudre. Et c'est une des questions fondamentales de notre spectacle. Comment faire pour que les spectateurs deviennent les acteurs de la pièce? C'est pour ça qu'on doit apprendre l'espagnol, pour pouvoir le faire avec vous. Par exemple. Et en fait, on n'a pas le temps de vous expliquer la pièce, mais par exemple, dès la première scène, c'est toi qui fais un discours, il s'adresse à vous comme si vous étiez dans une assemblée générale. Et d'un seul coup, vous vous dites, je ne suis pas seulement spectateur, je joue le rôle de quelqu'un qui est dans une assemblée générale. Voilà. Et après, on va faire pareil, on va vous transformer en étudiant, on va vous transformer en professionnel de santé, et on vous fait parler. Et au bout d'un moment, des gens, ça a marché lors de la première représentation, ça a tellement bien marché que des gens croyaient que les spectateurs étaient dans l'équipe. C'est des faux spectateurs. Et nous, ça nous oblige tout le temps à improviser. Donc c'est cette manière de montrer nos désaccords entre nous, entre les gens qui parlent, entre nous deux, parce on est souvent en désaccord sur la scène, autour de la démocratie, qui permet de retrouver l'émotion démocratique, le désir de démocratie.
c'est-à-dire d'un monde dans lequel il y a de l'incertitude, mais on peut décider ensemble quand même. Hein, voilà ce que c'est pour ça que fondamentalement, le spectacle ne veut pas, disons, mettre un point final à la réflexion sur la démocratie, mais au contraire, nous encourager à continuer à en parler, c'est-à-dire à faire ce chemin permanent d'incertitude. Je croyais savoir ce que c'était, finalement, je dois faire l'effort sur moi-même, et on vous le dit comme ça, comme si c'était facile, mais je crois que Barbara, comme moi, c'est très difficile de remettre en cause ces certitudes. Donc on n'est pas en train, vous voyez, de dire c'est facile, il suffit de s'y mettre, demain matin, ou peut-être tout à l'heure en sortant, vous dites, allez, ils ont raison, je remets en cause mes certitudes. C'est un processus très compliqué. Parce que nos certitudes, elles nous aident à vivre. Elles nous permettent de supporter la réalité telle qu'elle est. Parfois, ces certitudes, vous le savez, elles nous permettent de supporter des injustices. Depuis le 19e siècle, c'est les libéraux qui ont fait ça. Nous avons appris à supporter souvent la misère que nous voyons en nous disant si on travaille, on a de l'argent, donc ceux qui ne travaillent pas, c'est normal qu'ils aient moins d'argent. Pendant des siècles, en Europe et partout dans le monde, on a considéré au contraire que quelqu'un qui n'avait pas à manger, on devait d'abord lui donner à manger, puisque c'était fondamentalement un être humain et qu'on ne pouvait pas laisser un être humain perdre son humanité jusqu'à n'avoir plus à manger. Donc vous voyez, nous avons tout comme ça, toute une série de choses qui se sont imposées à nous. Donc tout le monde peut faire cet effort. Et l'expérience du théâtre, c'est pour ça qu'elle est pour nous fondamentale, c'est parce que c'est une expérience collective. Et que ce n'est pas une introspection psychologique ou psychanalytique qui consisterait à rentrer en soi pour comprendre quelles sont nos certitudes et pourquoi on se trompe. C'est au contraire en passant en permanence à la confrontation avec les autres. Voilà, oui. On passe 2h30 ensemble, presque 2 heures de spectacle, plus une demi-heure de discussion. On est assis au bord de la scène et on parle avec le public. On passe 2h30 tous ensemble et idéalement, on se voit avant dans une école, une université, un hôpital. On se voit peut-être après. Et c'est ça qui nous transforme les uns les autres. Et c'est ça qui, pour nous, nous redonne de la vie, de la vigueur, de la joie aussi, par rapport à des métiers qui, aujourd'hui, le métier d'enseignant, en France, le métier de chercheur, sont très abîmés par les réformes néolibérales de l'éducation, de la recherche. Et là, on retrouve de la vie en faisant ce spectacle. Ce qui nous amène, vous voyez, ça sera une forme presque de conclusion, à, au fond, une définition que nous pourrions vous proposer de ce qu'est un citoyen par rapport aux autres citoyens, dans une démocratie, bien entendu. Qu'est-ce qui fonde cette citoyenneté? C'est le fait de reconnaître à chacun et à chacune une égale prétention à pouvoir dire vrai pour tous. Vous voyez? C'est-à-dire donc toujours l'écoute d'abord. Hein, chacun prend la parole, peut-être va-t-il, va-t-elle dire vrai pour tout le monde, même si c'est contre ce que je pense. Et c'est un peu cette réflexion, au fond, et cette définition que nous vous proposons pour peut-être continuer à la creuser et de toujours se rappeler qu'il n'y a pas de solution autre que la réflexion en commun. Sinon, le savoir devient la propriété de certains et ce savoir, quasi mécaniquement, se transforme toujours en pouvoir. Et en ignorance. Et en ignorance pour les autres. Donc le pouvoir du peuple, vous voyez, c'est cette responsabilité d'une égale dignité devant le monde, devant nos incertitudes sur le monde et devant notre volonté commune de trouver un sens contextuel, qui ne sera pas pour toujours, mais un sens qui va nous permettre d'agir ensemble et de vivre le mieux possible ensemble. Merci. On a tenu notre beaucoup. limite. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.